Le F, un pas de casque, est propulsé par service d'outils FGL, votre stratégie gagnante pour les produits Makita, DeWalt et Milwaukee. Vendredi 15 mai, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre formule entre deux courses, ce qui signifie que je reçois certains de nos collaborateurs afin de discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1, et on débute maintenant. Il est maintenant temps d'accueillir nos collaborateurs. Vous l'entendez avec nous à tous les vendredis lors des week-ends de course. Il est la voix pour les Grands Prix de Formule 1 pour la GTCQ.tv. Il est aussi descripteur, analyste pour les courses d'endurance, mais aussi un pilote de nos amis de la team FSR. François Goulet, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu au F1 Podcast. C'est pas vrai. J'étais là avant Miami. Puis Oui, je ne c'est suis vrai. pas que la voix, je suis aussi l'image. Hein? Quand c'est sur YouTube, on a l'image, tu sauras. Ah oui, Mais ben non, blague à part, je vais très bien parce que malgré qu'on n'a pas eu de course de Formule 1 en fin de semaine passée, moi j'étais très occupé avec le NASCAR, tout ça. J'ai beaucoup de choses à mettre sous la dent ces temps-ci. Donc, très heureux, la vie va bien, puis je suis très heureux d'être avec vous, les gars. Puis, Grand Prix du Canada, ça s'en vient. Ben, t'as raison de dire qu'on t'a entendu à Miami, mais on dirait que dans les entre-deux courses, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré Ouais, quelque chose ensemble. c'est vrai, Pour ça ça fait plus que d'un mois. c'est de là que je voulais en venir avec ça. Puis je vais ajouter aussi mannequin pour la GTCQ.tv, puisque c'est à ta demande. Tu es à l'image de la chaîne YouTube, donc je vais être obligé de l'ajouter dans Une des images. On est dans, dans beaucoup de ton très long descripteurs. CV. Un Ouais, autre qui a un merci. long CV puis qui a un très très bon livre aussi, qu'un jour je vais finir par le finir, mais jusqu'à maintenant, j'ai quasiment pas le goût que ça finisse comme une bonne série. Tu sais. Il raconte la saison 97 dans son livre Villeneuve-Schumacher 1997, le duel qui a marqué une époque. Puis pour les gens qui sont moins lecture, il a aussi une série de balados en anglais où il raconte les meilleures courses d'histoire de la Formule 1. Dans le fond, c'est A Race to Remember. Simon Bachand, la voix du lundi du F1 Podcast. Re-bienvenue. Salut vous autres, moi je suis mannequin de rien, je vous rassure. Ben, chacun ses façons de gagner sa vie. Il y en a qui ont ce luxe-là de pouvoir gagner Ouais. leur vie en tant que... Là, les gens sont en train de googler François, puis c'est vrai qu'il est vraiment mannequin, tout ça. Non, mais c'est parce que je suis toujours bien coiffé. Moi, c'est impossible de me décoiffer. Ouais, tu pognes pas dans le vent, Ouais. toi. T'es très aérodynamique. Tu fais T'as tout compris. Ça va bien Oui, avec monsieur. Puis je sèche vite. Je suis. Bon, on va arrêter de niaiser parce que je sens que ça s'en va nulle part, ce Tout type à de fait. conversation-là. Et je vais parler d'un sujet quand même assez sérieux parce que je voulais faire un retour avec vous sur notre journée hommage à Gilles Villeneuve. Vous savez que c'est rendu coutume au F1 Podcast. On fait toujours ça. Donc, l'anniversaire de sa mort, on essaye de prendre cette journée triste-là et de donner l'opportunité aux gens de s'exprimer, donner des souvenirs, raconter des anecdotes, tout ce genre de peu importe la thérapie, c'est comme une grosse thérapie de groupe. Hein? Les gens, il y en a qui l'ont vécu, sa mort, il y en a comme moi qui l'ont pas vécu parce que j'étais trop jeune, mais ça fait mal pareil. Hein? C'est spécial à dire que j'étais pas là, mais quand tu revois ce qui s'est passé, puis que tu sais la perte que ça l'a causé, ben on est capable de partager les sentiments. Ben, tout le monde a vécu ça différemment. Puis sur le F1 Podcast, je voulais remercier la participation, bien sûr, de Simon qui a écrit des textes, François aussi qui a été très impliqué par ses commentaires, qui nous a même montré la super maquette que tu as créée du duel Arnoux-Villeneuve, mais aussi remercier les gens qui, sans eux, ben ça serait pas aussi le fun, hein, parce qu'entre nous, on pourrait se parler puis se conter nos vieilles histoires, comment notre perception de Gilles, on pourrait faire ça chaque année, mais ça pourrait devenir vite redondant, mais en lisant les textes des gens, comment qu'eux ont vécu ça. Pour moi, en tout cas, je parle pour ma part, ça a été une journée très le fun de voir ça. Puis la participation, ben, je pense que quand Gilles Villeneuve est là, puis que on donne une plateforme aux gens de s'exprimer, ben ça va de soi, là, ça coule tout seul, on peut dire comme ça. Les gens ont vraiment eu du plaisir à partager leurs histoires. De ton côté, François, je vais te laisser quand même un petit moment parce que je sais que Gilles, c'est important pour toi. On va faire quelque chose de plus grand probablement, là, où ça va être le 45e. 40, ça va déjà faire 45 ans qui nous a quittés l'année prochaine. Donc, on fera peut-être quelque chose de différent, mais ça va rester, bien sûr, dans les routines du F1 Podcast de l'honorer à chaque 8 mai. Mais toi, de ton côté, comment tu vis cette journée-là? Puis je sais que c'est quelqu'un quand même qui t'a inspiré dans ta carrière de pilote, si on peut dire.
Oui, ben, à chaque année, on y pense parce que c'est. Ben, en fait, je devance un peu aussi quelque chose qu'on devrait parler plus loin, là. Mhm. Mais, mais en fait, tu sais, comme je l'ai dit souvent, ça a été transmis par mon père. Moi, en fait, Gilles Villeneuve est décédé 3 mois après ma naissance. OK. Donc, c'est comme j'ai l'âge de son décès, si on veut. Ouais. Et ça pour dire, c'est toujours le fun de se remémorer. J'ai bien aimé tous les vidéos que tu as mis. C'est des vidéos, bien sûr, que j'ai déjà vues, mais c'est toujours plaisant de les revoir. Puis je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'écoutais une émission qui s'appelait En piste, à Télémag à Québec. Puis à chaque année, il représentait toujours le fameux duel Villeneuve-Arnoux. Et honnêtement, c'est le fun de se remémorer ça parce que Gilles Villeneuve est bien présent. On ne l'oublie pas malgré le temps qui passe. Il est toujours bien présent dans nos cœurs, dans nos esprits. Puis c'est plaisant aussi peut-être d'aller chercher un public un peu plus jeune qui ne connaît peut-être pas autant Gilles Villeneuve, un pilote qui, sur papier, n'a pas nécessairement les statistiques des plus grands pilotes, mais a marqué beaucoup plus que beaucoup d'autres pilotes qui ont des championnats et plus de victoires que lui. Il était une vraie légende et c'était de par sa façon de piloter. Donc, chapeau, puis bravo à toi, puis à Simon pour les vidéos, les articles, puis c'était bien plaisant de commenter, puis la réponse a été très bonne. Beaucoup de monde qui a répondu. Puis c'est vraiment le but derrière ça, c'est de le Ouais. garder en vie d'une certaine façon, garder son histoire en vie. Comme tu dis, il y a des gens peut-être qui vont être vont vraiment se mêler de la conversation, vont dire moi j'étais là à Dijon, je l'ai vu faire ci, je l'ai vu faire ça. Puis t'en as d'autres justement qui, comme moi, qui étaient trop jeunes, qui n'ont pas vu ça, mais qui vont quand même avoir leurs souvenirs. Puis il y en a qui vont juste pas commenter, mais qui vont prendre le temps d'absorber toutes ces histoires-là, ces anecdotes-là, et de se faire peut-être une meilleure idée de ce que la carrière ou de ce que Gilles a représenté pour la F1. De ton côté, Simon, toi, on sait, tu as immortalisé la saison 1997 de son fils Jacques, mais Gilles, pour toi, ça compte beaucoup. Donc, une journée comme ça, il n'a pas fallu que je te torde le bras longtemps. De toute façon, il faut jamais que je te torde le bras pour écrire. Je sais que pour écrire sur la F1, mais pour Gilles, j'ai l'impression que ça a été encore plus facile. C'est sorti très, très vite les textes, puis tu avais beaucoup d'inspiration sur ce sujet-là. Ah oui, puis évidemment, il a fallu que je coupe beaucoup parce que j'aurais pu en écrire beaucoup plus long. Puis il y avait aussi un texte là, sur ma page Substack pour ceux qui s'intéressent sur la victoire de Gilles à Montréal en 1978, premier Grand Prix du Canada à Montréal. Donc, quel moment magique c'était. Tu sais, premier Grand Prix à Montréal, Gilles Villeneuve gagne. Mais de toutes les courses, puis vous parlez d'Arnoux Villeneuve à Dijon, effectivement, tu sais, si on veut bien comprendre l'essence du personnage, Gilles Villeneuve, le pilote, je pense que c'est un incontournable. Mais moi, ma préférée, c'est vraiment la victoire au Grand Prix d'Espagne en Oui. 1981, Mhm. qui est disponible sur YouTube si vous êtes assez patient pour écouter un Grand Prix de 2 heures en langue étrangère. Alors, mais tu sais, c'est une autre expérience. Mais il se retrouve en tête au 15e tour, un peu par hasard, avec une Ferrari pas capable de tenir la route d'un virage. Elle est juste rapide dans la ligne droite, puis il garde derrière lui tout le monde. Il n'y a personne qui est arrivé à le dépasser. Moi, une fois par année, à peu près, je regarde cette course-là. Puis souvent, c'est dans les environs du 8 mai, évidemment, parce que je trouve que c'est fabuleux. Aujourd'hui, on le sait, là, c'est difficile à dépasser en F1, peut-être un peu moins cette année, mais dans les 25 dernières années, là, c'était pas mal ce qui caractérisait la Formule 1. Mais au début des années 80, là, c'était beaucoup plus facile de dépasser et la disparité entre les voitures, elle était grande. Puis la Ferrari en 81, elle était pas bonne du tout. Et Villeneuve a gagné cette course-là en Espagne et 3 semaines avant, une victoire à Monaco, entre les murs de Monaco, où le moteur, on disait le surplus de puissance du turbo sur ce circuit-là, avec le peu de maniabilité dans les virages, il va finir dans le mur, ben, il a gagné la course. Alors, tu sais, je pense que là, on a 2 belles victoires de Gilles qui démontrent bien à quel point c'est un pilote extraordinaire, que moi non plus, malheureusement, je ne l'ai pas pu voir en direct. J'avais 5 ans quand Gilles est décédé, mais la magie d'Internet m'a permis de revivre des grands moments de sa carrière. Puis à tous les intéressés, là, j'invite de prendre le temps parce que ça vaut la peine. Tu fais bien de dire ce qui décrit bien la légende de Gilles, parce qu'il y a tellement de moments clés comme ça dans sa carrière. Moi, c'est pas une victoire, mais je trouve que Zandvoort, où ce que sa voiture est en train de Oui, se défaire, puis tu sais, n'importe qui aurait abandonné, même des pilotes d'aujourd'hui, puis le gars, il continue, il se bat, il se démène avec sa voiture, ramène ça au puits. C'est juste ça, c'est tellement un exploit. Puis finalement, tu sais, on voit
tu sais, je parle de mémoire, puis les images sont pas trop bonnes sur les vidéos qu'on voit, mais il y a des gens de son écurie qui essaient de le convaincre de dire sors de la voiture, puis tu vois que lui il a l'air de vouloir s'entêter à penser qu'il va Ouais. pouvoir partir, puis tout le monde Oui. est là comme comment Ouais, c'est trop puissant. qu'est-ce que tu vois pas dans ce qui manque après ton auto, là, tu sais, il y a rien à faire, mais en tout cas, ça c'est un moment, je trouve que ça décrit bien. Puis il y a un commentaire de René Arnoux qu'on a mis qu'on a publié sur notre page qui mentionne que sans Gilles, le Canada aurait peut-être pas la F1. Puis ça a fait réagir des gens parce que bien sûr, on le sait, on est au courant. Puis René Arnoux, le principal concerné aussi, comme quoi la F1 était au Canada avant Gilles. Tu sais, c'est pas 1978, tu le mentionnais, Simon, ce n'est pas le premier Grand Prix en terre canadienne. Il y en avait avant ça. Mais je crois que la phrase de René Arnoux qui fait réagir, il y a des gens qui disent ah, ben, on l'avait pareil, on l'aurait eu quand même. Gilles n'est plus là, puis on a encore la Formule 1. Puis moi, ce qui me fait réagir, c'est que je me dis on peut pas savoir comment l'amour du sport aurait été si tu enlèves Gilles de l'histoire. Puis Mhm. forcément, en tout cas, va falloir que vous arriviez avec des faits très scientifiques poussés pour me dire que si t'as pas Gilles, t'as pas Jacques non plus. Si vous voulez me prouver le contraire, là, c'est fait que fait que Ouais. c'est deux grosses parties de l'histoire de la F1. Si tu t'enlèves Gilles, mais t'es obligé d'enlever Jacques, t'as plus de 1978, t'as plus le championnat de 97. Simon a plus de livres. Il y a bien des affaires là, il y a bien des affaires qui rentrent en ligne de compte. Donc, Mais, mais il fait bien de se préciser pareil parce que l'idée de Jean Drapeau d'amener le Grand Prix à Montréal, alors qu'on se demandait ce qui allait arriver avec le Grand Prix, puis il y avait une possibilité qu'il n'y en ait tout simplement plus de Grand Prix du Canada, c'était parce que Gilles Villeneuve était en Formule 1. Sinon, on n'aurait pas eu cette idée-là à Montréal, on n'aurait pas pris ce projet-là au bon, on n'aurait pas construit un circuit en 2 mois pour accueillir la F1 afin d'aller voir Gilles Villeneuve. Donc, à quelque part, Arnaud a raison. Et quand Gilles est mort, malheureusement, il y a eu des années de flottement là, pour le Grand Prix. Ça a été difficile et c'est revenu populaire avec Jacques. Et là, on est sur une ère l'année depuis ce temps-là. Alors, tu sais, Arnaud n'a pas tort du tout là, de dire ça. non, c'est ça. De ton côté, François, es-tu capable de, de, de te peinturer d'un coin ou de te prononcer sur ah, la F1 serait aussi forte sans Gilles et sans Jacques? Ah non, aucunement. Non, hein? Ben, tu sais, c'est notre héritage en tant que, je vais dire en priori en tant que Québécois, parce que c'est des gars locaux, mais en tant que Canadien, point barre. Puis on a eu la F1, on l'aurait peut-être tout simplement plus s'il n'était pas là. On sait pas, tu sais, on sait pas ce qui serait arrivé, là. Il y aurait peut-être Ouais. un autre pilote canadien qui aurait émergé, mais non, tu sais, puis lui, il s'est bâti de rien, Gilles Villeneuve, là. C'est plus comme ça maintenant. Donc, non, non, je suis d'accord avec ce que René Arnoux a dit, puis j'ai pas besoin de me peinturer dans le coin. Non. Mais écoute, où est-ce que tu vas être obligé de te peinturer? C'est la question du jour Ouais. présentée par Sona Viking, mais on va pas y répondre tout de suite. On va faire ça à la fin. On a un segment Grand Prix du Canada. Simon, hier, pour le F1 Podcast, a assisté à un événement, a eu la chance de rencontrer les nouveaux promoteurs du Grand Prix, le président, ainsi que la chef de marque, donc Sandrine Garneau, Jean-Philippe Paradis. Donc plus tard, on va parler de ça, puis on rajoutera ça dans le bloc. Mais la question qu'on demande aux gens, question du jour présentée par Sona Viking, que vous pouvez répondre bien sûr sur notre Spotify, sur les commentaires YouTube, sur la publication sur Facebook, c'est vous avez découvert la F1 grâce à Gilles Villeneuve et Jacques Villeneuve, Drive to Survive, aucune de ces réponses. Moi, pour ma part, je vais y aller en premier, puis je suis un peu déchiré avec la réponse parce que mon père, c'est avec Gilles, moi, c'est avec Jacques. Mais indirectement, si Gilles n'est pas là, comme je vous dis, je l'aurais probablement pas découvert, mais si je réponds vraiment en toute honnêteté, c'est avec Jacques, 1987, ça l'a réouvert la discussion, ça nous a permis de regarder la F1 et ça m'a permis de grandir en regardant ça à la télévision. Donc, pour ma part, pour ma génération, c'est Jacques. Avec toi, Simon, est-ce que c'est un de ces pilotes-là ou pas du tout? Moi, je vais dire aucune de ces réponses. C'est un héritage de mon père. Et là, c'est sûr que mon père aimait beaucoup Gilles Villeneuve. D'ailleurs, il était là en 78 à Montréal. Il paraît qu'on gelait. Mais mon père a eu la chance d'aller en Europe dans sa jeunesse, dans les années 60, puis il allait voir des grands prix. Puis des fois, il m'en parle encore. Puis, par exemple, il était là en Allemagne en 68 quand Jim Clark s'est tué. Wow. Moi, juste d'entendre ça, j'ai des frissons. Là. Ben oui. J'imagine pas être sur place. Là. Alors, tu sais, côté sport, hobby, il m'a pas transmis grand-chose, mais la F1, ça, c'est resté. C'est sûr que Gilles a un rôle à jouer là-dedans, c'est sûr, mais moi, j'ai commencé à aimer le sport entre Gilles et Jacques. Donc, après Gilles, puis avant Jacques.
Donc, c'est aucune de ces réponses. Ce qui est valable Ouais. aussi, c'est pas un désaveu envers Gilles ou envers Jacques, c'est juste la réalité. Toi, il y a autre chose qui t'a frappé. Puis je me doutais, il me semble que j'avais déjà eu ta réponse. Ton côté, François, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu peux identifier là-dedans? Soit Gilles, Jacques, dans le fond, tu es en train de déjà répondre à la question. J'avais dit plus tard, mais je suis trop dans le sujet, là. Ça Ah, ben m'embarque. allons, Je suis trop embarqué. Fait que vas-y, allons-y. François. Ben, c'est un Ouais. peu pareil que Simon, tu sais, Ouais. vu qu'on n'a pas vu Gilles courir, on peut pas dire que c'est Gilles Villeneuve que j'ai vu parce que les reprises non plus n'étaient pas coutumes. Quand on était jeune, hein, on avait ce qui passait à la télé. Donc, Mhm. c'est de par mon père également qui a vu Gilles Villeneuve, lui, courir en Atlantique, tout ça, auparavant. Mais les premiers noms, moi, que je me rappelle quand j'étais jeune, c'était Senna, Prost, Berger, Mansell. Tu sais, c'est OK. les quatre noms que je peux me rappeler. Fait que je peux dire aucune de ces réponses, mais si ce n'était pas de Gilles Villeneuve, probablement qu'on n'écouterait peut-être pas autant la F1 à la maison et je n'aurais pas connu les Senna, les Prost, les Piquet et tout ça, là, les Rosberg. Donc c'est ça. Mon timing n'était pas si bon, mais en tout cas, je le trouve pas si pire dans le fond. Non, non, c'est ça. Ben, l'élément déclencheur de tout ça reste quand Mhm. même un peu en fin fond. Ce que Gilles a accompli, puis après ça, ben, ça a mis la table pour toi. Parce que c'est sûr que toi, tu tombes un peu entre les deux. Là, et comme tu disais, il était plus de ce monde quand tu as commencé à écouter la F1, mais ça fait Mhm. quand même partie de l'héritage. Gros sujet d'actualité qui a frappé. Vous avez sûrement eu une petite pensée pour moi lorsque ça a tombé. Enfin, du moins, Simon m'a fait signe. Lorsque la FIA a conclu une entente de principe avec ses motoristes pour tomber à du 60-40 en 2027, même si une fois qu'on refait les calculs mathématiques, c'est pas tout à fait 60-40, mais du moins c'est ce qu'on a choisi d'interpréter les nouvelles règles. Ça fait longtemps qu'on en parle ici au F1 Podcast, puis je veux pas me transformer encore arrière du lundi, puis commencer à dire ben ça aurait été mieux de faire ça, mais je vais quand même le faire. Je pense que ça aurait été plus prudent de débuter cette saison avec 60-40 et de dire ben, préparez-vous, la transition ira vers 50-50 en 2027 ou 2028. Ça aurait peut-être été plus prudent. Là, c'est facile à dire parce que là, on retourne un peu en arrière. En 2027, on va faire un pas. On peut dire un pas en arrière en retournant sur du 60-40. Pour démêler ça un peu pour les gens qui disent de quoi ils parlent, comment ça fonctionne, c'est qu'en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bonifier l'apport de la chambre à combustion dans le fond, du du moteur thermique de 50 kilowatts, puis on va descendre l'apport du volet électrique qui est le MGUK. Donc, on va le descendre de 50 kilowatts. Donc, en gros, ce que ça apporte lorsqu'on finit ces mathématiques-là, c'est qu'on va monter à 585 kilowatts qui va être l'apport du moteur thermique et on va avoir un 300 kilowatts qui va reposer uniquement sur le volet électrique. Si on fait vraiment le calcul pour les gens qui se demandent qu'est-ce que ça donne quand on le met vraiment comme ça, c'est 66-34. On s'entend que côté marketing, c'est pas mal moins beau. Là. Dire on va faire du 66-34 nous autres. Il me semble que c'est mieux, c'est plus mélangeant que du 60-40. Mais vous accueillez ça comment, cette nouvelle-là? De ton côté, Simon, je sais que t'aimes quand même bien comment les règles étaient en début de saison. Est-ce que tu trouves que là, ça devient un peu n'importe quoi dans ces ajustements-là, ou tu tranches du coin que fallait quand même donner un peu de viande aux pilotes puis à tout le monde qui est mécontent de ce qu'on a entre les mains? Oui, je peux comprendre l'importance de s'assurer que les pilotes demeurent les meilleurs ambassadeurs du sport, là, à quelque part. Ouais. Euh, j- j- J'aurais aimé qu'on soit plus patient avec la réglementation de cette saison parce que pour moi, 3, 4 Grands Prix, là, on arrive au cinquième. C'est très peu comme échantillon pour prendre une décision. Alors, j'aurais aimé qu'on soit patient. Je comprends qu'il y a certains dépassements qui sont artificiels. Je vous ai déjà dit que j'ai comme une préférence à avoir plus de dépassements, quitte à ce que quelques-uns soient artificiels que de ne pas en avoir ou presque pas, comme ça a longtemps été le cas. Je souhaite qu'on puisse continuer à se suivre de près puis à se dépasser avec le 66-34. Alors, on verra bien. Mais tu sais, il me semble que j'aurais été patient là, avec la nouvelle réglementation. Il faut croire qu'encore une fois, la presse britannique a réussi à imposer ses vues en Formule 1. Si tu avais une machine pour voyager dans le temps, une DeLorean de préférence, j'ai vu que ça fonctionnait bien dans certains films. Euh, c'est pas fiable, mais tu peux voyager, supposément, selon Back to the Future. Mais Simon, si tu pouvais retourner en arrière, tu irais-tu vers le compromis que je te dis qu'on a, tu sais, je dis que c'est facile là, par après, mais que de faire 60-40 pour l'intégration de la nouvelle réglementation, puis déjà dire aux équipes, préparez-vous, parce qu'on reste pas avec ça. On va y aller avec une transition 2027 50-50. Aurais-tu aimé mieux ça? Ben, je me demande si ça aurait été faisable, parce qu'à un moment donné,
Probablement que oui, mais Ouais. tu sais, là, j'ai des inquiétudes, moi, pour l'année prochaine. On y reviendra peut-être plus tard, là, mais il y a des rumeurs qui disent qu'une des options, c'est d'avoir des courses plus courtes parce que le réservoir à essence ne peut pas en prendre autant qu'on en aurait besoin. Alors, si c'est le cas pour moi, c'est une catastrophe. Alors, ça m'inquiète beaucoup. Alors, oui, je vais y aller dans le sens où tu dis, ça aurait été plus prudent d'y aller par étapes, mais tu sais, des fois dans la vie, t'es tout bien de faire le gros de la job au début. Sinon, tu ne te rendras jamais à l'arrivée. Ou en tout cas, ça a l'air trop loin. Donc, les gens Mhm. ils perdent la motivation en chemin. Alors, Parce sans que être moi, ferme, je pense que tu avais quand même une bonne solution. parce que je prenais l'image du plafond budgétaire quand on l'a rentré. Tu sais, on n'a pas été tout de suite on n'a pas tout de suite mis 135 millions dans le fond de la gorge de tout le monde. On a commencé par Mhm. étapes, là. On a descendu graduellement pour être sûr que tout le monde puisse se familiariser le mieux possible avec cette nouvelle ère-là de plafond budgétaire. Donc, je me dis peut-être que ça aurait été bon aussi d'aider les motoristes à se familiariser avec le volet électrique qui est plus en demande. Tu as bien de parler du carburant parce que c'est en train de m'échapper, là, je suis en train d'oublier de le dire. Mais oui, on va demander aussi un peu plus, on va augmenter le nombre de carburants qui va avoir le droit de rentrer dans le moteur. Donc, on va permettre un avantage là-dessus. Donc, est-ce que c'est ça qui va créer un déficit ou est-ce qu'on ne pourra pas durer la course? Ou de l'autre côté, on n'aurait pas pris cette décision-là si on n'était pas certain que les réservoirs vont être capables de tenir le coup. En même temps, on voulait s'assurer que les moteurs continuent d'avoir le même nombre de puissance. Parce que ça, on n'a pas touché à Mhm. ça, là. Les moteurs vont développer le même nombre de puissance. Mais ça vient de le dire parce que ça va être quelque chose à vérifier. On a décidé d'aller là, mais maintenant, est-ce que c'est une réalité? C'est pour ça que c'est toujours une entente de principe. Donc, ça, c'est ce qu'on a. Ben, c'est ça. C'est le principe qu'on a conclu avec les motoristes, mais il reste des approbations à aller chercher. Bien sûr, il faut tout écrire, les petites lignes, les petites virgules aux bonnes places, parce qu'il y en a toujours qui essaient de tricoter autour de ça, hein, les gars, les virgules à la mauvaise place, Mhm. puis le point à la bonne place. Faut pas que tu en laisses trop à ces ingénieurs-là, parce qu'ils vont se trouver des avantages. Ton côté, François, est-ce que tu es d'accord avec la décision de vouloir s'en aller vers là en 2027? Ben, je suis également surpris que ce soit arrivé aussi tôt que ça parce Ouais. que, comme on avait discuté l'autre jour, on s'ajuste au gré de la saison selon ce qui se passe, surtout après ce qu'on a vu à Suzuka. Là, Simon, dans un retour de course, avait parlé d'un échantillonnage de 5-6 courses. Là, je pense que Simon t'a parlé d'une dizaine de courses récemment en termes d'échantillonnage. Mais oui, il faut. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça en prend, là, tu sais. Puis je trouve qu'on a eu un beau Grand Prix de Miami, là. Vous étiez d'accord avec ça? Donc, Ouais. on faisait des pas dans la bonne direction. Donc, pourquoi prendre une décision tout de suite? On aurait peut-être, tu sais, si on a mis le doigt exactement sur le bon prorata électrique moteur, on l'a peut-être là en ce moment, là, le meilleur des mondes. Donc, pourquoi prendre une décision tout de suite sur la réglementation de l'année prochaine alors que l'échantillonnage est Il y a si peu quelque, nombreux? Tu fais bien, c'est un bon point parce que c'est ce qui m'a surpris autant que j'avais mentionné 60-40 serait une bonne idée. Moi, pour moi, c'était un peu mort et enterré. Puis là, tout d'un coup, c'est sorti de nulle part. De dire, non, ils vont aller vers l'an 2027. OK, Ben, ils nous ah bon. écoutent, hein, comme tu Ouais, dis. ça doit être ça. Ça doit être ça, exactement. C'est qui nous écoute. Mais moi aussi, j'étais un peu surpris. Mais ce qui m'a poussé à dire que les données qui ont été recueillies sûrement à Miami leur ont montré quelque chose qui les dérange encore. Qui les OK. dérange possiblement peut-être sur des grandes lignes droites. Ou à parce que Miami, on sait que c'était quand même assez favorable hein, pour les recharges à cause que tu as des bons points de freinage. Donc, c'était peut-être que dans les données, on dit ah, ça fonctionne pour là, mais attendez quand on va arriver à Bakou. Ça sera pas le fun. Fait que c'est peut-être ça qui nous fait peur un peu, mais j'ai pas eu de confirmation à ça. Mais tu fais bien de dire, François, qu'il y a quelque chose qui les a sûrement dérangés quelque part pour qu'on décide d'en arriver là. L'autre dossier qui a finalement été adressé, c'est celui de la FIA avec la duo. Je sais que François aime ça quand on parle de la duo. Je me rappelle pas si Oui. on y avait trouvé un nom en français, mais en anglais, ce que la duo veut dire, c'est l'Additional Development and Upgrade Opportunities. En gros, c'est des opportunités d'amélioration et de développement qu'on va donner aux motoristes qui accusent un retard. Donc, en gros, on peut assumer que la norme, c'est Mercedes. Donc, on va évaluer qui développe le plus de puissance. Et puis après ça, on va être capable de savoir par rapport à qui a un déficit. Si vous êtes dans le moins que 2%, ben, on n'a rien pour vous. Donc, il faut que vous soyez dans le 2 à 4%. Là, à ce moment-là, on va vous donner quelque chose. Puis après ça, si vous êtes dans une tranche de 4 à 6%, ensuite, il y a de 6 à 8%. Puis là, on pourrait aller plus haut que ça, mais j'espère qu'il n'y a personne qui va se qualifier à avoir plus que 8% d'avantage. Ce qui m'a fait sursauter, puis que je trouvais que c'était important de le clarifier. Lorsqu'on va faire l'étude de performance d'un moteur, on va le faire simplement sur l'apport thermique. Donc ça veut dire qu'on déconnecte l'apport électrique
puis on vient mesurer la puissance qui est générée simplement par la chambre à combustion. Donc, si vous avez un avantage quelconque qui est relié parce que vous avez mieux développé votre volet électrique, ben, ça ne sera pas pris en compte. C'est surprenant. Fait que ça veut dire que Mercedes, si leur rapport thermique est pratiquement égal aux autres, ben, il n'y en aura pas d'ajustement. On ne va pas donner davantage aux autres. On va dire, ah ben non, l'apport vous êtes tous en bas de 2% dans l'apport thermique. Mais en tout cas, peut-être qu'on se fait une mauvaise idée, mais on a toute l'impression que c'est le nerf de la guerre ou ce qui se passe présentement, c'est que Mercedes a compris quelque chose que les autres n'ont pas compris sur le développement de leur nouveau MGUK. Simon, de ton côté, es-tu surpris que cette règle-là est dans le règlement, là, dans le fond? Ben non, pas du tout. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que et Mercedes et Ferrari s'organisent pour rouler quand même plus lentement que le maximum des capacités de leur moteur, soit pour empêcher les autres de bénéficier de ces ajouts-là, ou justement, dans le cas de Ferrari, pour en bénéficier, même si on ne serait pas si loin que ça du moteur Mercedes. Ouais. Donc, il y a des jeux stratégiques aussi qui se jouent dans les paddocks puis dans les usines. Donc, c'est à suivre. On sait que Ferrari compte beaucoup là-dessus. Pour le reste de la saison. Puis comme la joue vient après 6 Grands Prix sur maintenant 22, on pourrait faire un pas en avant qui pourrait être stratégiquement très, très payant. Si on réussit à rejoindre Mercedes peut-être ou même à dépasser. Donc ça, c'est à suivre. J'ai aussi vu, les gars, que Honda va bénéficier d'une mesure spéciale. Donc, on va permettre des ajouts supplémentaires, mais on va leur retirer du temps Développement? Oui, c'est ça, excuse, OK. mais la soufflerie, voilà. Ouais, OK. On retirera du temps de soufflerie dans les années futures. Donc, c'est comme si on empruntait, si vous voulez, pour OK. pouvoir s'améliorer maintenant. En tout cas, ils auront le choix de le faire, de pouvoir se rattraper. Évidemment, il y a beaucoup de travail à faire plus rapidement. Quitte à, dans le futur, on aura moins de temps de performance puis de temps de soufflerie. Donc, moins de possibilités de développement l'année prochaine, dans 2 ans, etc. Fait qu'on Donc, a ça, c'est pris intéressant. Mais je on a- pense que les mesures pour assurer justement des meilleurs grands prix, au final, moi, je suis en faveur de tout ça. Je n'ai pas d'enjeu avec ça. Fait qu'on a pris une hypothèque sur notre aérodynamisme. Ça pourrait être ça. Oui. C'est quand même, c'est quand Ouais, même parce que bizarre. c'est ça, parce que la soufflerie, c'est pour l'aéro, parce que là, moi, quand je regarde le règlement de l'ADUO, si on est dans le 2 à 4 on a le droit, grosso modo, à développer, à faire une amélioration sur une partie ciblée du moteur. Donc, on suppose là, que toi, tu veux travailler sur tes pistons. Donc, là, on te donne le droit de travailler là-dessus. Si tu es dans le 2 à 4 on te donne aussi un crédit de 3 millions. Donc, on éponge 3 millions sur le développement. Donc, on dit ça, cet argent-là, on ne l'ajoute pas à ton plafond budgétaire. Ça, bien sûr, à ne pas confondre avec le plafond budgétaire des écuries. C'est vraiment le plafond que les motoristes ont. Donc, là, on te donne congé de 3 millions. Si tu es dans le 4 à 6 tu as un congé d'environ 4,65 millions. Ça te donne une amélioration, mais majeure sur une pièce de ton moteur que tu auras décidé ou que la FIA t'aura aidé à dire ben, ton déficit qui est là selon l'étude qu'on a fait. Puis après ça, ben, 6 à 8 ça pourrait tomber dans le cadre d'Aston Martin. Ben là, on va te donner le droit à une grosse amélioration moteur, puis on va t'alléger de 6,35 millions sur ta masse de développement. Donc, il y a 6,35 millions qui ne sera pas tenu en compte sur ton plafond budgétaire dans le développement de ton moteur. Là, on peut aller jusqu'à 8 millions, 6 à 8 Peut-être que c'est là qu'Aston se trouve plutôt. Ton côté, François, tu penses quoi de tout ça? On en a déjà parlé souvent ensemble parce qu'on trouvait que c'était bien pensé. Là, on a décidé de le faire après 5 Grands Prix. Parce qu'au début, c'était après 6 qu'on avait prévu. Mais là, il y en a 2 qui n'en ont pas eu. On se demandait quand est-ce qu'on allait faire tomber ça. On a décidé de pas attendre après Monaco parce que là, ça tombait plus tard dans la saison. Parce que bien sûr, normalement, ça aurait été Montréal, hein, le 6e Grand Prix. Oui, ça aurait été Montréal, le 6e Grand Prix. Fait que là, dans le fond, on le fait à la même place. Non, on le fait plus tôt. On le fait un Grand Prix plus tôt. Ben, première des choses, il va falloir que tu m'écrives tous ces chiffres-là sur une feuille parce que je n'ai rien retenu. 3 millions, 6 millions. Non, blague à part, j'abonde dans le sens de Simon, par exemple, que c'était prévu qu'il y allait avoir des mesures pour que s'il y a des équipes qui traînaient de la patte, puissent rattraper celles qui sont à l'avant.
Aussi, ben, on le sait pas, comme Simon vient de le dire, si Mercedes et ou Ferrari, mais plus Mercedes, moi je pensais, traînent des sacs de sable, là, ce qu'ils disent sandbagging en Ouais. anglais, nous montrent vraiment l'étendue de leur couleur. Remarquez, c'est jouer un peu avec le feu, là, parce que les autres écuries aussi s'en viennent. Là. Fait que si tu échappes des points parce que tu veux te retenir un peu, ça pourrait te faire mal à la fin de l'année s'il y a d'autres écuries qui font bien leur devoir. Mais je suis content de voir qu'il y a des mesures qui sont prises en place. On voit que ça a été extrêmement réfléchi. Hein? Je veux dire, les gars, ils ont des montants à louer. On peut emprunter dans les années futures. Ça, c'est très nouveau là, comme concept. Ça me fait penser un peu dans Popeye. Je ne sais pas si ça te rappelle. Là, Simon, le personnage, il disait je vous paierais bien demain pour un hamburger mangé aujourd'hui ou quelque chose comme ça. Mais bon, Là, écoute, non, désolé. non! Je me souviens pas. Moi, j'ai écouté Popeye, mais à part les Je m'adresse à épinards, Simon vu qu'on est plus âgé. à part les épinards et les cigarettes, je me rappelle pas de grand-chose de Popeye. Ouais, bon, Brutus et Olive, Un là, mais c'est pas livre, mal ouais. ouais, ça. Là. c'était l'autre là, avec le gros nez, là, qui, en tout cas, il y Ah, avait un chapeau, puis en tout cas, peu importe, c'est un gourmand. Ça pour dire que je suis pour qu'il y ait une aide à la parité, mais que, tu sais, que tout le monde soit transparent, puis j'espère qu'il n'y a juste pas personne qui a des forces cachées qui va nous sortir un as de sa manche, puis qui va quand même partir là, vers le coucher de soleil victorieux. Mais bon, le temps nous dira si tout ça a été une bonne idée. Ouais, puis pour les montants, si vous êtes comme François, puis vous les avez pas entendus, vous les avez pas pris en note, c'est pas bien plus On peut important que réécouter le ça. podcast, c'est vrai. Oui, on peut reculer, ou sinon, ben, on en parlera peut-être dans les trajectoires techniques Tout présentées à par fait. nos amis de service d'outils FGL, parce que c'est quelque chose qui va rester. Mais l'important à retenir là-dedans, c'est que les développements qui vont être donnés pour rattraper les autres ben, ne seront pas sur le plafond budgétaire des motoristes. Je parle de nos amis des services d'outils FGL. J'en profite pour vous inviter à leur grande vente sous la tente, où vous aurez l'opportunité de avoir des tirages, des rabais sur des outils, puis des hot dogs. Hey, moi, je suis vendu de là, le hot dog, rabais, gratuité, rencontrer les représentants de Makita, DeWalt, Milwaukee. C'est rendu vraiment c'est une routine chez FGL. On fait ça à chaque année. Donc, notre grande vente sur la tente, ça attire beaucoup de personnes. Ça attire les spécialistes des grandes entreprises que je vous ai déjà nommés, les grandes marques. Donc, vous pouvez aller les rencontrer, leur poser des questions, essayer des nouveaux produits, tout ça. Donc, je vous invite à vous rendre là. C'est sur la rue Michelin à Laval, donc service d'outils FGL. Si vous avez besoin de plus d'informations, c'est jeudi et vendredi prochain, donc les 21 et 22 mai, jeudi 21, vendredi 22, et c'est de 8h à 16h. Donc, avant qu'on se lance dans des sujets plus sur le Grand Prix du Canada, je voulais qu'on parle quand même qu'il y a un grand week-end de course qui se déroule du côté de l'Allemagne. Ça fait longtemps qu'on en parle avec toi, François, au podcast. C'est-à-dire, c'est finalement arrivé, les 24 heures du Nürburgring. Et Mhm. présentement, ce qui se dessine, ben, c'est sans précédent pour les organisateurs de cet événement-là. C'est-à-dire que c'est ça le comble et le week-end au complet a déjà été vendu. Donc, c'est vraiment l'effet Verstappen qui se fait ressentir. Ben, tout à fait. Puis, on dit ça le comble pour ceux qui sont moins familiers avec les circuits du Nürburgring. C'est tellement vaste que oui, bon, il y a des gradins, tout ça qui vont être remplis, mais il y a des campings autour. Et on peut être un peu partout autour du circuit. Il y en a qui passent la semaine là dans leur tente. D'ailleurs, il faut arriver. Moi, j'avais vu une émission là-dessus qui disait que les gens arrivaient normalement le lundi avant la fin de semaine de course. Donc, ils passent la semaine là. Donc, c'est peut-être même d'avance que ça s'est fait. Et on y est, Martin et Simon. Enfin, Max Verstappen va faire son premier 24 heures du Nürburgring. Ça attire tellement de foule. Déjà que lorsqu'il faisait ses qualifications, il y avait énormément de gens qui suivaient ça sur les différents canaux YouTube là, où c'était présenté, que ce soit en allemand, en anglais, en français. Puis, moi, ça, en tout cas, je vais regarder ça d'un œil. Évidemment, je ne regarderai pas 24 heures de course sans arrêt. Bon, Pour ceux qui ont. déçu. Ben, ouais, s'il vous plaît. T'es capable. T'es-tu un OK. vrai? T'es-tu Ben, un vrai ou t'es pas un vrai? en fait, j'ai rien qu'à le laisser mettons, en Hum, backup, on va dire, en arrière-plan, là, mais j'ai ah quand ouais. même des enfants, une vie et T'as des courses de Lego à regarder aussi, ouais, là? tout à fait. Ouais, non, je pense que c'est des courses de Hot Ah, Wheels. oui, oui. Mais pour parler un peu de ce que Verstappen a fait et où va faire, bon, pour revenir là-dessus, Verstappen a dû passer ses licences l'année dernière là, pour rouler au Nürburgring, a refait des petites épreuves là, avec ses nouveaux coéquipiers pour cette
cette année avec une nouvelle voiture aussi. Il avait qualifié l'année dernière dans une Ferrari avec Chris Lawlem, son partenaire de Sim Racing. Et là, il est avec je vais vous dire les noms après, là, mais il est avec une bonne gang de pilotes bien chevronnés. Puis, c'est la première fois qu'il va faire l'épreuve de 24 heures. Donc, il a performé énormément. Il a eu des pôles. Il a été très rapide. Donc, on voit qu'il est dans le coup. Et là, en fin de semaine, ça va être plus difficile, je vous le dis tout de suite, parce que les vraies forces en présence arrivent, là. Donc, il y a des bonnes chances de victoire, je vous le dis tout de suite, Verstappen, parce que ses coéquipiers sont nul autre que Lucas Hauer, Jules Gounon et Daniel Juncadella. Donc, Lucas Hauer, Jules Gounon, deux pilotes d'usine Mercedes qui sont des pilotes chevronnés de GT, de voitures sport, d'endurance, et Daniel Juncadella aussi, il a fait du DTM longtemps avec Mercedes. Donc, c'est probablement la raison pour laquelle il s'est associé à ces gars-là, parce qu'on se rappellera que Verstappen était avec ses coéquipiers justement de Sim Racing, donc Chris Lawlem et le fils de son gérant, Vermeulen, donc dans cette aventure-là. Et là, j'ai été surpris de voir qu'il n'était pas avec ces pilotes-là pour les 24 heures, mais je me suis dit peut-être aussi qu'il veut mettre toutes les chances de son côté, peut-être pour le remporter une fois. Mais ses coéquipiers, Lawlem et Vermeulen, sont dans d'autres équipes quand même, vont faire la course et une petite saveur locale, Chris Lawlem va être avec Michael Grenier dans une autre Mercedes. Oui, dans cette course-là. Et il y a d'autres équipes à regarder. Là. On parle de BMW avec Augusto Farfus qui a gagné ça dans les années là, début 2010. Kelvin van der Linde. Donc, tous des pilotes BMW, des pilotes Mercedes, beaucoup de pilotes de Formule électrique. Robin Freins est là, Alexander Sims. Donc, écoutez, il y a beaucoup de gros noms pour ceux qui écoutent le DTM, le GT, l'endurance ou la Formule électrique. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Et puis, Verstappen ne cesse de nous épater parce qu'il est toujours extrêmement rapide. Puis j'ai bien l'impression que s'ils ne font pas d'accident avec la voiture, ça ne m'étonnerait pas qu'ils remportent cette victoire aux 24 heures du Nürburgring. Là, ce que j'ai vu, c'est qu'il était troisième dans la qualification 1. Je ne sais pas combien il y en a. Il faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a eu de la pluie. Première des choses qui s'est présentée. Puis, dans les qualifications, il y a toujours le trafic, il y a toujours, mettons, s'il y a un drapeau jaune avec les fameux codes 60 ou 80, ça, c'est la vitesse à laquelle il faut qu'on aille. Donc, je m'en fais pas trop avec ça. On a vu Verstappen aussi avoir maille à partir avec la Audi là, comment s'appelait-il, Christopher Haas dans les NLS, là, les épreuves de 4 heures. C'est des pilotes qui ont plus d'expérience en course au Nürburgring que Max Verstappen. Mais Verstappen est extrêmement rapide. Puis pour finir sur on va dire, c'est mon petit coin fan de pilote qui touche à tout. Je pense que je vous avais envoyé une vidéo de Verstappen avant le Grand Prix du Japon qui roulait dans une super GT sous la pluie. Fuji, là? À Fuji, il a pulvérisé le temps d'un pilote chevronné de Super GT à son deuxième tour. Donc, ça vous explique un peu que ce gars-là a un talent extraordinaire et ça ne m'étonnerait pas là, qui aille chercher la victoire, surtout avec les gros noms avec qui il est placé en équipe. On espère juste qu'il n'y arrivera pas d'accident, mais on veut une bonne course. Puis, il n'y a pas juste Verstappen sur ce circuit-là là, pendant cette fin de semaine-là. Donc, je vous invite à regarder un peu là, les forces en présence puis à jeter un œil là-dessus. C'est ça, l'événement dont tu parles, c'est un Japonais. Je pense qu'il y avait il l'a battu de 2 secondes ou quelque chose comme ça. Oui, c'est sous la pluie en plus. Il pleuvait des cordes, puis Verstappen, il t'a fouetté ça. Donc, il n'avait jamais piloté la voiture, je pense. Non, jamais rentré là-dedans, mais on le voit tout de suite qu'il est confortable dans tout type de véhicule. C'est ça. Donc là, ils sont dans une belle Mercedes AMG GT3, puis aux couleurs de Red Bull. François, c'est drôle, tu dis, il est dans une Mercedes. C'est malade, hein? Je pense à ça. Je ne sais pas si tu as remarqué qu'il est le seul que sur son uniforme, il n'y a pas le logo Mercedes. En fait, il ne faut pas oublier que c'est l'équipe Verstappen. Hein? C'est Mercedes, mais les autres, AMG, Team Verstappen. Oui, mais c'est des pilotes d'usine Mercedes. C'est ça, lui, il l'a pas. C'est ça, il ne l'a pas. Donc, je ne sais pas d'où vient, comment il a réussi à s'arranger, parce que je me serais attendu. En même temps, il conduit une Ferrari. Peut-être que son contrat fait que. Ouais, mais peut-être que son contrat fait qu'il peut pas avoir le logo sur lui, sur la voiture. Je suis convaincu que c'est ça, moi. Il ne peut pas avoir un logo autre que Red Bull. Mais je l'aurais peut-être vu en Mustang. Moi, je me serais attendu à le voir en Mustang.
Peut-être qu'il ne voulait pas. Parce qu'il y avait quoi? La Ferrari l'a changé vite, la Porsche aussi l'a Ouais. changé. Il y a quelque chose Ben, qui il y avait voulait la la Porsche Mercedes. pour, ouais, c'est ça, il y Ouais. avait la Porsche pour une sous-catégorie, là, les voitures un Ouais. petit peu plus lentes. Ensuite, il y avait la Ferrari là, pour le GT3. Mais bon, en même temps, la Mercedes est peut-être plus performante un peu que la Ferrari, là. C'est une voiture peut-être un peu mieux équilibrée, malgré qu'elle avait fait des beaux miracles avec la Ferrari. Donc, écoutez, ça va être une fin de semaine intéressante, là. Je vous conseille fortement de jeter un œil là-dessus. Ben, un grand merci encore, François, pour ce super résumé sur Nürburgring. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, je vais regarder les 24 heures au complet, là, parce que j'aime ça pour de vrai. Là. Je fais pas juste à semblant. Là. Non, Non, non. excuse-moi, moi, je suis pas un vrai. François, ton côté, Simon, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse? C'est-tu quelque chose qui va. J'imagine, normalement, tu regardes pas les 24 heures du Nürburgring, mais là, que Verstappen est là, un pilote d'F1 qui s'en va vers les autres catégories, c'est-tu assez pour détourner ton attention puis jeter un petit coup d'œil pendant le week-end? Oui, jetez un petit coup d'œil. C'est sûr que je vais surveiller ce qui se passe. J'aime quand même ça, voir des voitures sur le vieux Nürburgring. Là. Vous connaissez mon amour de l'histoire, Ouais. de la course automobile, de la Formule 1. Donc, juste pour ça, ça m'intéresse. L'année passée, j'avais jeté un coup d'œil aussi. Je voyais que Verstappen dominait. Donc, je ne serais pas surpris si ça se produit encore cette année. Mais c'est ça. Évidemment que je vais jeter un coup d'œil, comme j'ai jeté un coup d'œil cette année à Monaco historique, puis on pourra s'en reparler à un autre moment. Mais j'ai vraiment trippé. Donc, oui, je vais suivre ça avec pas 24 heures, là, mais je vais regarder ce qui se passe, puis je vais suivre ça. Moi, d'autant plus que j'ai commencé à faire mes cours de Nürburgring sur Gran Turismo. Je vais peut-être avoir Mhm. besoin des conseils de mon ami François bientôt. Je sais que lui, il l'a fait au complet. C'est très long à maîtriser, mais je Le commence à. carrousel, c'est Ouais. comment? Ah, ben, Ben, en fait, c'est drôle que vous le disiez parce que quand on le fait en simulateur, il y en a qui vont l'attaquer de front, mais les vrais pilotes de course vont aller sur la partie plus haute que le carrousel et ouais, vont plonger dedans. ouais. Moi, c'est Donc, ce que je fais. Je me considère pas un vrai pilote, mais c'est parce mm, que j'ai vu que c'était une façon de le faire, puis je trouve, pour mhm, vrai, peut-être à cause, je trouve ça plus facile de le faire comme ça. Peut-être que c'est pas mm. vrai, peut-être que c'est pas la bonne façon aussi. Toi, François, tu le fais comment? Ça va dépendre de la voiture, en OK? fait, parce qu'il y en a des fois qui réagissent mieux à rentrer dedans, on va dire, à plonger dedans ou à l'attaquer de front. Si tu veux pas prendre de chance, t'es mieux de l'attaquer de front, mais si tu veux être agressif, t'es mieux de plonger dedans. Puis en même temps, si tu vas trop vite dans le carrousel et que tu sors de cette Ouais. fameuse portion inclinée-là, tu le payes très, très cher. Ouais, ça m'est arrivé. Je t'enverrai pas la séquence, tu vas rire de moi, mais ça m'est arrivé. Non, non, je suis pas Ouais. là pour rire de personne, hein. Je veux dire, j'ai eu mes accidents, moi aussi, là, j'ai perdu le contrôle souvent dans le carrousel, puis ben ailleurs, là. Je n'ai flobé de l'argent au Nürburgring virtuellement. Ouais, c'est pas toujours évident, disons que. J'en profite pour prendre un moment pour rappeler à nos auditeurs de nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. On va bientôt atteindre 18 000 abonnés. J'aime ça aussi quand les gens puissent nous mettre des mentions j'aime. Ça nous aide à continuer de grossir notre vitrine, faire connaître le podcast. Ça nous aide à prendre de l'expansion, puis d'avoir plus d'auditeurs, plus de personnes qui parlent du F1 podcast. Donc, c'est important. Ça a l'air de rien, c'est gratuit. Des fois, mettre une petite mention j'aime. Des fois, les gens sont pression, ils pensent pas. Moi-même, hein, j'ai ces habitudes-là. Des fois, quand je suis sur les réseaux, puis je retourne mettre les pouces. Mais si vous êtes capable de me donner un petit coup de main avec ça, c'est toujours apprécié. Venir suivre la page. Comme je l'ai dit, on approche bientôt les 18 000 abonnés. C'est toujours fun de vous lire. Vous êtes drôle. Dans le fond, ça nous permet d'apprendre à vous connaître. Justement, aujourd'hui, j'avais Fred Labelle qui m'a fait bien rire. Il écrit sur un article que j'ai écrit. Il dit à toutes les fois que je lis Martin Simon, il y a toujours une petite voix dans ma tête qui dit Simon avec un C. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a fait bien, bien Je suis rire. pareil que lui, by the way, hein. À toutes les fois qu'il lit à terre. Simon avec un C. Donc, trêve de plaisanterie et de demander aux gens de nous suivre. Je veux parler d'un sujet super le fun, super intéressant. Hier, le F1 Podcast était invité à la Chambre de commerce, plutôt au Palais des Congrès pour un événement organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. On avait la chance de rencontrer des organisateurs, nouveaux promoteurs du Grand Prix président Jean-Philippe Paradis. Je dis nouveaux promoteurs parce que maintenant, ils assument le rôle de propriétaires, donc ils ont la franchise du Grand Prix du Canada. Ils sont aussi maintenant promoteurs, je le disais, et télédiffuseurs avec Bell et Sandrine Garneau aussi, qui était là, bien sûr, qui est la chef de l'exploitation de marque pour Bell GP Canada. Tu dis si je me trompe, Simon. Mais tu as eu C'est la ça, chance. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est toi qui étais là. C'est toi qui as eu la chance Oui. de jaser avec eux autres, d'aller recueillir le plus d'informations pour nos auditeurs, pour moi aussi. Tu m'as donné un super résumé là-dessus. Donc, de quoi veux-tu nous parler en premier? Parce que c'est le côté vraiment, bien sûr, c'est la Chambre de commerce, c'est le côté business du Grand Prix et tout ce qui est
va avec les à côté, donc les retombées économiques et l'impact que ça a sur Montréal, mais aussi sur le pays au complet, sur le Canada. Donc, il y avait beaucoup de choses à présenter. Il y a des choses qu'on savait déjà, mais de l'entendre des personnes qui sont directement impliquées, ça a toujours plus d'impact, bien sûr. Oui, puis c'est toujours bon de se le rappeler là, qu'on Oui, accueille le monde, là, littéralement, là, lors du Grand oui. Prix du Canada. Puis euh, c'est un événement, en fait, on l'a dit, là, c'est l'événement touristique qui a le plus d'impact au Canada. Donc, tu sais, c'est pas rien, là. C'est quand même, Mhm. on peut se féliciter à Montréal d'accueillir ça, puis se faire une fleur. Reste que c'est 66 millions de retombées économiques. Mais au-delà de ça, 100 millions de téléspectateurs ont regardé le Grand Prix du Canada l'an dernier. Puis on est chanceux parce que le Grand Prix du Canada, c'est une vitrine sur le centre-ville de Montréal. Donc, tu sais, quand tu vois ça à la télévision, ça peut donner envie, on le dit à chaque fois, à plusieurs gens de venir visiter la ville puis de passer des vacances à Montréal. Puis ça, ben, ça fait vivre la ville, ça fait rouler l'économie. Puis toujours intéressant aussi d'accueillir des gens d'ailleurs. Donc, je vais revenir un peu sur ce que tu as dit ce matin là, dans la chronique sur CNV Média, mais tu sais, euh, Jean-Philippe Paradis a souligné que 25 à 30 des spectateurs qu'on accueille sur le circuit, c'est des gens qui viennent de l'étranger. Et là, il a fait la comparaison avec le Grand Prix d'Angleterre, qui est quand même un Grand Prix important là, dans le Mhm. calendrier de Formule 1. Oui. Mais à Silverstone, c'est 95 des Britanniques. Donc, nous, à OK. Montréal, par l'intérêt de la ville, par le fait que le circuit est proche du centre-ville aussi, j'imagine, puis aussi l'atmosphère autour de cette course-là, ça fait en sorte qu'à chaque année, il y a un 25-30 de gens qui viennent en voyage à Montréal pour aller au Grand Prix. Donc, Ça, je pense c'est que c'est important important. de le noter. Ben Oui, oui. je t'arrête, Simon, parce que c'est ça, important de le noter, parce que ça, c'est de la nouvelle argent. C'est pas, Mhm. on fait pas brasser juste l'économie qui est déjà là. Ça, c'est des gens qui viennent déposer de l'argent. On dit dans nos coffres, il y en a qui vont dire, ben, c'est dur de dire comment ça arrive à nous, mais il y a une façon de dire. Mais c'est pas déjà, à Silverstone, ce que tu expliques, c'est du monde qui sont déjà résidents de l'endroit où fait que ils n'emmènent pas de la nouvelle, ils emmènent pas de la nouvelle argent d'ailleurs. Donc, c'est ce qu'on recherche normalement au côté touristique. Puis au côté sur un plan économique, ça a une très grande valeur, ça, le fait que c'est pas, on fait pas juste brasser l'économie qui est déjà en place. Oui, tout à fait. Puis pour les différents gouvernements, là, dans les 30 dernières années, développer l'industrie touristique, ça a été un des facteurs économiques, un des piliers économiques, en tout cas du moins en Occident, donc un peu partout. Et tu sais, on a un événement comme ça là, qui fonctionne bien et on est chanceux parce qu'il est renouvelé jusqu'en 2035. Et déjà, comme tu l'as dit ce matin, on pense à après puis on veut faire perdurer ça dans le temps parce que c'est sûr qu'à Montréal, à quelque part, il ne faudrait pas perdre le Grand Prix. On s'entend là-dessus, mais pour le moment, on n'en est pas là. Ça a été chaotique là, après 2024, mais les organisateurs ont dit on a bien retenu la leçon et puis on a fait ce qu'il faut. Puis maintenant, tu sais, avec la Formule 1, le partenariat, ça fonctionne bien. La F1 a envie d'être à Montréal et Montréal veut continuer d'accueillir la F1, donc ça va bien. Ils ont beaucoup parlé de la résilience des équipes, puis je veux faire un petit point là-dessus parce que j'avais jamais allumé sincèrement, mais on a dit que Montréal, c'est le seul Grand Prix, le seul qui est organisé en hiver. Puis quand on y pense, c'est vrai, puis ça doit être encore pire cette année parce qu'on est Oui, 3 semaines plus tôt. Donc, oui. Jean-Philippe Paradis, Sandrine Garneau, ils ont vraiment tenu à souligner le travail des équipes. Et on a donné un exemple, puis je pense qu'on peut tous comprendre que c'est pas évident. On parlait des gens qui travaillaient dans le bassin, là, le bassin en arrière des pits, des puits, pardon. Donc, qui travaillaient dans le bassin avec des chalumeaux en février pour faire fondre la glace afin d'être capable de monter une structure. Puis, j'avais pas allumé, moi, qu'on était le seul circuit au monde dans cette réalité-là. Mais Ben, en y repensant, ben, tout à fait. ah oui, c'est Alors, logique. Puis je pense qu'il faut souligner le travail, là. ben exactement. Puis ça faisait partie des craintes des anciens promoteurs de dire on peut pas commencer plus tôt parce que sinon on va être gêné par l'hiver. Donc là, on a pensé un peu à l'extérieur de la boîte de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour justement gagner du temps, ne pas nécessairement être à la merci de Dame Nature, même si on l'est d'une certaine façon, mais quand même, ça, c'est chapeau, parce que on aurait peut-être. Tu sais, on ne sait pas à quel point ça s'est rendu près dans les négociations, mais c'est quelque chose qu'on demandait depuis plusieurs années du côté Mhm. de la F1, d'être capable de s'ajuster et se rapprocher, surtout avec, on veut descendre notre empreinte carbone, donc d'avoir le Grand Prix plus près de celui de Miami. C'était quelque chose qui devenait de plus en plus non négociable, là.
Absolument, on n'avait pas le choix. En quelque part, là, on a toujours le choix, vous allez dire, Ouais. là, mais on sentait qu'il y avait de la pression en ce sens-là. Alors, on a bien mentionné aussi la résilience des gens, le fait qu'à Montréal, on est capable de se retourner sur un dissous. Comme par exemple, on voulait accueillir la F2 depuis quelques années, puis on a essayé de les attirer. Puis là, les événements ont fait en sorte que, bon, ben, la F2 est soudainement très intéressée à venir à Montréal. Ben, on s'est retourné sur un 10. Puis même si le site n'est pas si grand, on va trouver de l'espace pour les 12 nouvelles équipes et puis les nouveaux garages à accueillir. Il faut leur trouver un endroit. Donc, on se retourne de bord en quelques semaines, puis on fait le travail. Puis les F2 vont rouler sur la piste, sur le circuit Gilles Villeneuve dans la semaine prochaine. Ça va être Alors, tu sais, intéressant, ça. ben oui, J'ai hâte de voir ça. C'est vraiment quelque chose, ça. Puis les F1 Academy avaient volé le spectacle l'année dernière. Les F2 là, cette année, là, ça va être dur s'ils nous les enlèvent par après. Je pense qu'il y en a qui vont être déçus. Fait que c'est encore plus vrai qu'il faut en profiter cette année. On ne sait pas s'ils vont être là à long terme. Est-ce qu'ils se sont prononcés là-dessus? J'imagine qu'ils ne peuvent pas. Hein. Ils savent ben pas. là, il y a un Ouais. travail de fond, c'est sûr, qui se fait pour essayer de les convaincre de revenir à Montréal dans les années qui vont Ouais. suivre, les années subséquentes. Mais un coup que la F2 est venue une première fois, s'ils apprécient l'expérience, puis ils voient que le public est là, et l'accueil est bon, puis les gens sont enthousiastes, puis en plus de ça, c'est facile de travailler, ben là, c'est encore plus facile de les convaincre de revenir. Mm. Donc, il n'y a pas de garantie là-dessus, là, on n'est pas là du tout. Mais reste que quand le premier pas est fait, ben, c'est beaucoup plus facile d'en faire d'autres. C'est beaucoup Et tu plus parles de la F1 Academy, Ouais. bon important là-dessus, mais vas-y, je te laisse aller. Ben, c'est très cool, c'est que c'est encore là, ça vient en lien avec le fait qu'on a voulu devancer le Grand Prix, parce que ça serait probablement aussi encore plus impossible d'avoir la F2 si on n'était pas collé sur celui de Miami, parce que là, ça rentabilise la logistique de transport de ces voitures-là, qui ont des moins gros budgets aussi, de dire, ben, on est déjà en Amérique, donc on va faire 2 Grands Prix. Ça vient rentabiliser notre déplacement. Oui, excellent point. Côté affaires, justement, ça permet d'amortir les coûts, comme on dit. Ça ouvre une Euh, porte de plus, c'est ça. Si ça aide, tant mieux. Ouais. F1 Academy. Là, on a senti que Sandrine Garneau, elle avait ça très à cœur, puis on peut la comprendre, mais tu sais, ça ne veut pas dire que Jean-Philippe Paradis non plus, là, mais à quelque part, on sentait l'enthousiasme de Mme Garneau pour cette série-là. Alors, elle a expliqué un peu comment ça s'est passé. Ils sont allés aux Pays-Bas, Grand Prix des Pays-Bas, pour rencontrer Suzy Wolf. Puis ils ont vendu Montréal en disant, vous allez voir, l'enthousiasme va être là, les gens vont vous apprécier, vous allez vouloir revenir à Montréal après, vous allez comme y prendre goût. Mhm. Et là, bon, Suzy Wolf a dit, ouais, OK, on verra bien ça. Alors, ils ont calqué leur modèle, si tu veux, sur ce qu'ils avaient fait à Miami, donc pour les événements et combien on amène de cartons d'autographes. Ben, le vendredi de l'année dernière, il y en avait déjà plus des cartons d'autographes. Il y avait passé tous les cartons. Donc, obligé d'aller en catastrophe au bureau en gros pour en faire imprimer d'autres. Donc, ça démontre l'enthousiasme de la foule. Ben oui. Wow, quand même, ouais. Et c'est un autre avantage d'être proche de la ville aussi, parce que si t'es à Silverstone, c'est pas mal plus loin pour trouver une imprimante. C'est sûr. Te rappelles-tu comment le hasard fait bien les choses des fois, mais la série sur Netflix de mémoire était sortie peut-être quelques semaines avant qu'ils arrivent à Montréal. Puis on le faisait souvent, la recommandation dans le podcast ou dans mes chroniques à la radio, de dire si vous voulez en savoir plus là-dessus. Puis ça, là, ça vient encore montrer à quel point que la F1, parce que ça englobe tout ça, a frappé un gros coup avec ces séries-là parce que les filles sont arrivées ici, puis les gens les Mhm. connaissaient déjà. Puis ça change tout, là. C'est vraiment que ça soit pas juste des numéros, des couleurs de voitures ou quoi que ce soit, qui sont capables d'attacher des personnalités aux voitures. Puis la série F1 Academy sur Netflix avait fait un travail remarquable de ça, de faire découvrir ces jeunes filles-là qui font de la course automobile. Tu sais, je pense justement à la fille à, si je me trompe de son nom, François, Ken Block, la fille Ouais, à Ken Block. Lia Block, ouais. Léa Bloch, exactement. Ouais. Tu sais, elle est attachante, on voyait, puis elle, pour elle, c'était la première fois qu'elle courait en monoplace. Elle vient Ouais. pas de ça du tout, elle vient d'un autre monde, elle vient du rallye. Donc, c'est très dur d'écouter cette série-là, puis de pas s'attacher à son histoire, de dire, elle, c'est complètement à l'inverse de ce qu'elle a appris. Faut pas qu'il se fasse glisser la voiture, puis tout ça. Puis la F1 Academy est là pour ça. Il y a tout plein de petites histoires différentes. Puis après ça, ben, t'as une championne comme Doriane Payne, qui elle, a un parcours complètement différent de celui de Lia Bloch, puis qui est en train, tranquillement, pas vite, de faire son chemin en course automobile. Pour la F1, ben, il y a encore du travail à faire, mais disons qu'elle est sur le bon chemin, elle est dans la bonne trajectoire, et c'est la F1 Academy qui va y avoir donné cette plateforme-là aussi. Là. Ben, il y a beaucoup Et, de. Ah ben, ben, je sais vas-y, pas François. Non, vas-y, je sais pas François. Non, Ouais. mais ce qui est plaisant avec ça, c'est que si c'est pas en F1, ces pilotes féminins-là vont quand même se trouver une voie à la Ouais. Danica Patrick, à la Catherine Legg,
à la Simona de Silvestro. Je nomme ça. Puis il y a des séries mixtes maintenant qui existent aussi, hommes et femmes, de voitures électriques, en rallye, désert, tout ça. Donc, je suis pas inquiet là, pour ces pilotes-là. Puis c'est le fun que ça leur donne ce tremplin-là là, pour les pilotes féminins. Puis, je sais pas si elle court encore, mais c'est Christine Chadwick ou Jamie Chadwick. Jamie Jamie Chadwick. Je l'appelle Chadwick. toujours Christine, j'ai aucune idée Ah, pourquoi. Mais Jamie Chadwick a fait un très bon travail à Sky Sports aussi. tout à Je la fait. trouve très bonne. Ton côté, Simon, tu as d'autres choses à ajouter à part la. Ben, tu peux continuer sur la F1 Academy. Ben, Mais F1 ouais, Academy, je voulais juste ouais, dire que moi, tu sais, je regarde d'autres sports là, qui ont développé ouais. leur sport féminin, tu sais, le tennis, entre autres, puis le golf. Puis j'ai jamais compris pourquoi la Formule 1 ou la course automobile en général prenait pas la balle au bon, Mhm. puis développait pas plus de séries pour les femmes. Puis là, je pense que maintenant, c'est plus pertinent que jamais. Tu as mentionné la série Netflix, les gens s'attachent. Donc, si les gens s'attachent à ces pilotes-là, ils vont vouloir les voir derrière un volant le plus longtemps possible. Alors, tu sais, je pense qu'il y a des opportunités d'affaires intéressantes là, dans le futur. Puis en plus de ça, tu l'as souvent mentionné que l'auditoire de la Formule 1 est de plus en plus féminin. Mhm. Donc, il y a un intérêt là, marqué là, pour ce type de discipline-là. Ben, moi, j'ai toujours, que ce soit dans n'importe quel sport, les gens qui m'ont déjà entendu me prononcer là-dessus, j'ai toujours valorisé le fait que ça passait par les femmes. Parce que, je le rappelle, moi, dans la vie, vous allez dire que j'en ai pas de vie, mais j'écoute 82 matchs de hockey dans une saison, là. J'écoute 24 Grands Prix de Formule 1. J'écoute 24 séances de qualification, même plus parce qu'il y a des sprints. J'écoute pas loin de 18 matchs de la NFL minimum dans une saison, minimum. Fait qu'à un moment donné, rajouter 24 ou 16 courses. Tu sais, si j'avais à suivre tous les sports en double parce que je suivais les versions féminines, écoute, vous me verriez plus, puis sûrement que je serais un ermite, là. Mais je veux dire, je serais pas capable de rien faire d'autre. Donc, je me disais toujours, le public masculin, c'est pas juste moi qui est dans une réalité comme ça. Donc, si vous n'êtes pas capable d'embarquer puis de vous créer une bonne base partisane de femmes, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'hommes qui vont écouter ça. Moi-même, je l'écoute, la F1 Academy. Sauf que ça prend ta base partisane. Il faut que tu réussisses à convaincre les femmes. C'est ce que la WNBA a fait aux États-Unis, d'aller Oui. chercher justement les mères avec leurs jeunes filles qui vont voir les matchs de basketball. Puis une fois que tu as ça, ben là, après ça, tu es capable de joindre du monde à ça. Puis on le voit avec la victoire ici. Bon, je m'en ai dit, c'est la victoire de Montréal, mais ils jouent à Laval. Là. Mais on les voit aussi ici. C'est quand tu vas dans les estrades, c'est pas le même public que pendant les matchs de hockey. Il y en a, mais il y a beaucoup de gens que eux autres, c'est des mères avec leurs filles, des groupes de femmes qui s'en vont écouter ça, puis ils ont beaucoup de plaisir à aller là. Puis c'est le modèle d'affaires, je pense que c'est la même chose que F1 Academy a fait, réussir à aller chercher un bon public féminin, ce que la W Series n'avait pas fait. C'était complètement dans l'ombre. C'est sûr qu'on n'était pas associé à la F1. Je sais pas combien de fois j'ai demandé à des gens, puis à des femmes en particulier, écoutez-vous la W Series, puis on me regardait toujours de quoi qu'il me parle. Lui. Ah, le golf féminin, non, non, W Series, la course automobile féminine. Ah, je savais pas si ça existait. C'est ce que F1 Academy a transformé, c'est que là, les gens ont entendu parler de ce sport-là et sont conscients maintenant que ça existe. Et moi, j'ai toujours dit, si tu veux savoir si ton sport il pogne là, pour vrai, là, si les femmes embarquent, c'est que là, tu viens de passer à une étape supérieure. Là. Tu sais, quand tu vas Ouais. dessus, mettons, parce que j'ai déjà fait ça dans le passé, tu vas suivre ton équipe de hockey, là, par exemple, cette année le Canadien de Montréal, mais que ce soit dans d'autres marchés. Là, la première série, pas mal plus des gars. Deuxième série, tout à coup, tu entends des cris plus aigus. Là. Fait que là, tu le sais là, que les filles ont embarqué, là, puis il y a bien plus de monde dans le bar. Ouais. Il y a plus de monde aussi dans les estrades. Donc là, tu le sais là, que tu viens de franchir une étape, puis tu es rendu plus loin dans la popularité, là, en tout cas à l'intérieur de ton marché. Fait que, on comprend là, pourquoi les sports visent de plus en plus le public féminin. C'est normal. C'est la meilleure façon de prendre l'expansion. C'est du monde qui sont là, que t'es pas capable d'aller les chercher ou t'as pas réussi à percer. Puis je veux juste mettre ça au clair, hein. Il y a des femmes qui écoutent le F1 podcast, puis on n'est pas en train de dire que ça n'existe pas des femmes qui écoutent la Formule 1. On le dit souvent, il y en a de plus en plus, puis il y en avait déjà qui sont là depuis plusieurs années, qui ont probablement commencé à écouter ça avant même que je sois né. Là. Mais c'est juste que c'est une tendance que maintenant, c'est même chez les jeunes filles. Là. On avait eu la statistique, notamment en France, qui disait qu'une grande partie du nouveau public, c'était des jeunes filles, puis des jeunes filles à la préadolescence ou même adolescence. Ça veut dire que c'est un public que tu gagnes à aller chercher, puis que tu peux
si tu fais attention à eux, tu peux aller les avoir pour longtemps aussi. Tu peux rentrer ça dans leur routine de dire, moi, je suis la course automobile, je suis une passionnée d'F1, je connais mes pilotes, puis je suis ça. Justement, Yannick, qui est chez Service d'outils FGL, notre commanditaire, Nathalie, sa mère, qui fait un voyage à Spa-Francorchamps il y a 2 ans, là, parti comme ça, de dire, moi, je m'en vais voir un Grand Prix, justement, en planifiant d'autres aussi prochainement pour regarder ça. Donc, tu sais, j'ai pas besoin d'y expliquer à elle c'est quoi un DRS. Là. Elle sait c'est quoi un DRS, elle connaît les pilotes, elle connaît une chose, c'est une vraie passionnée. Puis c'est pas la seule dans cette situation-là. Il y en a beaucoup qui se joignent à elle là-dedans, là, dans ce côté-là, qui sont des amateurs de course automobile, mais dans tous les aspects de la F1. Et c'est tant mieux. Tant mieux, parce que Ouais. justement, ça fait grandir le sport. Puis, et moi, j'ai 2 filles, puis j'essaie de les initier. Puis honnêtement, c'est pas leur sport préféré. Donc, plus il y a de jeunes femmes, mieux ça va être facile pour moi. Ben, peut-être qu'avec F1 Academy, surtout si tu sais, ça en vient en ville. J'essaie. Ouais, ça pourrait être une bonne série. Ton côté, François, ta jeune fille à la maison, je sais qu'elle est encore très jeune. Est-ce qu'elle commence à être plus attentive quand il y a des grands prix? Je sais que tu fais l'effort de les écouter en français des fois pour qu'ils puissent entendre ça, parce que je sais que t'aimes la retranscription francophone québécoise aussi. Mais je sais que tu aimes ça, écouter les grands prix avec tes enfants. Est-ce que tu vois qu'il y a un certain intérêt chez ta fille? Très certainement. Oui? Ouais, Ouais? j'écoute toutes les courses pas possibles avec ma fille et mon garçon. Mon garçon qui a 6 ans, ma fille va avoir 4 ans sous peu. Puis c'est sûr que ma fille, elle aime, mettons, la voiture rose, tu sais, c'est sa couleur Mhm. préférée, tout ça. Mais Mhm. elle aime la course. Elle commence à connaître les noms de pilotes. Puis j'écoute pas juste la F1, j'écoute la F1, l'IndyCar puis le NASCAR. Donc j'écoute ça. Puis même des fois, si j'écoute un autre du série, du GT3, des fois, il y a des équipes féminines aussi qui ont des commanditaires. euh, qui ont des voitures aussi, mettons, décorées de rose ou quoi que ce soit, avec des couleurs plus fun du mauve, des affaires comme ça. Donc, ma fille, elle a ces partis pris-là, puis elle est très intéressée. Puis l'autre fois, c'est elle qui m'a dit, Papa, on écoute-tu la Formule 1? J'avais pas de course de F1 à lui mettre sous la dent, mais je pouvais lui mettre une YouTube! course. Non, mais j'ai remis la fin de la course de Long Beach d'IndyCar. Elle ne sait pas encore faire la différence entre F1 et IndyCar. Fait que pour elle, c'est toujours la F1. Là. Oui, Donc, moi, ma fille, je pense que j'ai réussi à l'accrocher, mais tu sais, elle a toujours été là-dedans depuis le jeune âge, donc je l'ai tout de suite pris, aussi que mon fils, là, j'ai tout de suite intéressé à ça. Puis c'est pas terminé, là, parce que l'été ne fait que commencer, puis il s'éveille à ça. Donc, on a une belle été de course devant nous. Ouais, une très belle été de course. Puis, Simon, j'ai envie de poursuivre sur le Grand Prix du Oui. Canada, l'organisation, puis tout ça, puis de jumeler une nouvelle que j'avais dans l'actualité. C'est le renouvellement de contrat de la Formule 1 avec Sky Sports. Sky Sports, pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est un diffuseur, c'est très grand comme chaîne, surtout en Europe, principalement en Angleterre, Royaume-Uni. La raison pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'ici au Canada, lorsque vous regardez un Grand Prix à travers TSN, qui est la version anglophone d'RDS, bien sûr, Mhm. ben, la diffusion est sur Sky Sports. Donc, dans le fond, il y a quelqu'un chez RDS qui branche les fils dans le bon trou, puis ils mettent juste simplement ce qui se passe du côté de l'Angleterre. Donc, c'est la même chose qu'eux voient là-bas. Il y a des gens qui sont bien connus parce qu'à la longue, on s'habitue à cette personnalité-là qui font le travail. La F1 a décidé de continuer dans le même sens, d'aller pour de la constance plutôt que d'aller avec Apple TV comme on avait fait. C'est sûr qu'on a quand même déboursé des bons montants du côté de Sky Sports, mais il y a certaines personnes qui pensaient peut-être ça va aller juste sur le Apple ou des choses comme ça. On voit Ah. on décide un peu. Moi, je trouve que ce qu'on a fait pour la MLS, là, d'aller juste avec Apple, je trouve que ça nous a pas bien servi comme sport. Je sais pas si la F1 se base là-dessus pour dire, ben, notre F1 TV, les gens qui sont déjà sur des plateformes de streaming, on va leur donner accès à travers justement des Apple de ce monde. Mais ceux qui sont encore sur la bonne vieille TV, on veut quand même leur regarder quelque chose pour eux. La raison pourquoi je veux faire un lien, Simon, c'est Jean-Philippe Paradis plutôt mentionnait à quel point que l'évolution de la Formule 1, à quel point c'est populaire, les grandes marques veulent se rattacher à ça. Mhm. Mais je trouve que les chiffres sont un bel exemple de ça. Le dernier contrat que Sky Sports avait signé, on déboursait environ par saison, ça nous coûtait environ 129 millions qu'on devait débourser. Sur le nouveau contrat qui va s'amorcer, ben on estime que ça va tourner aux alentours de 200 millions par année. Donc, c'est quand même une Hmm. très bonne augmentation quand on parle de 129 à 200 millions par année là, pour présenter la F1 annuellement. Et ça vient prouver, parce qu'un chiffre que j'ai pas mentionné, mais que Jean-Philippe Paradis a dit hier, la F1, en général, tu sais,
je ne veux pas dire nécessairement qu'ils regardent tous les Grands Prix, là, mais la F1 en tant que telle, ça touche 3 milliards de personnes. Sur Terre, on est 8 milliards. Donc, on n'est pas loin de la moyenne, là. Pas loin de la moitié, pardon. Donc, il y a quasiment un terrien sur deux qui sait c'est quoi la Formule 1. C'est quand même c'est beaucoup de travail à faire là, pour rejoindre autant de monde sur la Ben oui, planète. Alors, le travail. c'est vraiment payant d'être associé à la F1 en ce moment, là. Le travail de promotion rattaché à ça pour aller chercher ces gens-là, le nombre de vues. D'ailleurs, il y avait une statistique que j'ai déjà révélée ici au podcast qui mentionnait que dans les sports, là, les grandes ligues sportives, la plateforme qui rejoint le plus de personnes sur les réseaux sociaux, c'est la Formule 1. Parce qu'on a misé là-dessus. Hein. On voit, vous savez, les gars, hein, vous allez sur Facebook et tout ça, puis je sais que l'algorithme à longue se joint à ça, mais c'est très dur de ne pas voir un peu de Formule 1 lorsqu'il y a des week-ends de course. Même des gens qui connaissent un peu moins ça, ça tombe dans leurs algorithmes, ça tombe eux autres dans ce qu'ils vont voir. Donc ça, c'est un travail encore qui a été bien fait. Puis la raison pourquoi je faisais la comparaison avec les autres ligues sportives, c'est que il y a 24 Grands Prix, il y a 82 matchs de hockey. Fait que les opportunités de se retrouver plus souvent sur les réseaux avec tous les faits saillants de 82 matchs de hockey pour une équipe. Donc, je pense qu'il y en a quasiment 800 dans une saison de mémoire comme ça, au complet, même plus. La même chose, tous les matchs de la NFL combinés. Donc, ça, c'est tous des événements différents où vous avez quelque chose pour tomber justement sur Facebook, sur Instagram, ainsi. Il y a seulement 24 manches de Formule 1, puis on réussit quand même à avoir une plus grande présence que ces autres ligues majeures-là en Amérique puis dans le monde entier. Donc, ça va de soi avec les chiffres que tu emmènes, Simon, du 3 milliards de terriens. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis en train de faire le début dans une J'adore ça, moi, comment galaxie il a près dit de ça. chez vous. Ouais, 3 milliards de terriens sur 8 milliards. En tout cas, c'est vraiment des stats. Puis les grandes marques hein, aussi qui veulent s'associer au sport. Absolument. Tu parlais ce matin de Gucci, mais Jean-Philippe Paradis a parlé de Disney, entre autres. Oui. Côté divertissement, là, Disney sur la planète, je ne sais pas si c'est numéro un, mais ils sont très, très, en tout cas aux États-Unis, ils sont très forts. D'habitude, c'est nous qui allons en voyage pour aller à Disney. Là, c'est Disney qui va se déplacer avec Enfin. la Formule 1. Quand même, c'est pas rien. L'argent, honnêtement, c'est là. Puis, tu sais, la Formule 1, Liberty Media, il faut le dire, là, a réussi quelque chose d'extraordinaire avec la Formule 1. Ils ont vu un potentiel. Là où peut-être Bernie Ecclestone était un peu dépassé par son époque, là. Ils Mhm. ont réussi à reprendre ça. Ils ont réussi à mettre en valeur les pilotes beaucoup plus, développer les histoires, le storytelling, là, comme on dit en Ouais. anglais. Mhm. Et ça a fonctionné, là, parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui arrivent récemment, là, qui sont des fans de la F1 là, ces dernières années avec Drive to Survive. Tant mieux si la F1 est plus populaire aux États-Unis. Moi, j'ai vécu la période où on ne savait pas quoi faire pour être populaire aux États-Unis. Oh, Alors, tu sais, ça Seigneur, prenait oui. des Américains, il faut croire. Ah oui, puis moi, j'ai toujours accueilli ça à bras ouverts. J'ai beaucoup de difficulté à comprendre les gens qui vont mépriser les autres qui arrivent de Drive to Survive. C'est des gens qui apprennent sur le sport. C'est des conversations qui sont rafraîchissantes, des fois, de voir ça sous un autre œil, de quelqu'un qui n'a jamais regardé la Formule 1. Les meilleures questions, parfois, là, qu'on a, c'est. Ça vient de des personnes qui ont pas, qui commencent justement, qui vont dire Hey, comment ça, c'est comme ça? Puis pour nous, c'est tellement une normalité que quand quelqu'un pose une question, tu fais c'est vrai que c'est peut-être illogique ou peut-être plus dur à comprendre. Puis là, tu y expliques, puis là, finalement, ben, tu te rends compte, des fois, j'ai déjà apporté ces questions-là, même au balado. Donc, moi, à bras ouverts. Je le dis encore, hein, les gens qui nous écoutent pour la première fois ou qui commencent à découvrir la F1 puis qui ont des questions qui sont peut-être gênés de demander, il n'y a pas de gêne. Là. Vous pouvez nous écrire en privé. Puis si quelqu'un, ou même dans les commentaires publics, si quelqu'un vous répond de la mauvaise façon, vous allez voir que le ménage se fait assez vite dans ce temps-là. Mhm. Il y a d'autres abonnés qui vont vite m'envoyer le message. Des fois, j'ai même pas besoin de faire la police moi-même. C'est quelqu'un qui va dire, écoutez, ça, ce message-là, peut-être que ça demande une révision. Puis là, dans ce temps-là, on va s'adresser à la personne ou on va tout simplement. Donc, vous êtes protégés. Vos questions sont toujours les bienvenues. Puis ça fait partie, ça, de grandir notre sport. On est là pour ça aussi. Puis tu fais bien de le mentionner, Simon, avec Drive to Survive. Puis il y a plein d'autres choses. Hein. Moi, pendant que je vous parle à côté de moi, j'ai reçu mes Lego, là, les casques de Formule 1. Là. J'ai déjà Oui. commencé à faire les voitures. Je les ai pas commencés, ils sont encore dans les boîtes. Je sais pas quand je vais les commencer, mais j'ai le casque de Lewis Hamilton puis le casque de Charles Leclerc. Donc, j'ai bien hâte de faire ça, mais ça, c'est des produits dont j'aurais rêvé quand j'étais tout petit. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de jouets de Formule 1. Il fallait que je travaille avec des vieux Hot Wheels, puis là, je trouvais que les collants dessus c'était pas pareil comme les voitures que je voyais à la télévision, puis je me disais toujours si je pouvais avoir une mini Ferrari, puis une mini Williams, Mhm. Rockman, puis tu sais, je voulais tout avoir, puis il n'y avait pas ça. Mais aujourd'hui,
Mon petit-neveu a reçu à Noël toutes ces petites mini Formule 1 Hot Wheels qu'il peut jouer avec. J'étais bien jaloux, fait que moi aussi, je les ai. Je voulais pas, sinon j'aurais volé ses voitures, puis on peut pas faire ça quand on est adulte. Donc, moi aussi, j'ai mes petites voitures. Mais ça fait toute partie là, de la nouvelle gamme de nouveaux produits qui arrivent avec les produits dérivés. Puis si on se concentre un peu plus encore sur le Grand Prix du Canada, tout ce qui s'en vient avec ça, est-ce qu'il y a d'autres, y a-t-il des nouveautés cette année? On a ajouté des spectacles, Simon, les concerts qui vont être là, Bryan Adams, Alicia Oui, Cara, Simple Plan. ouais, puis Ouais. il y a c'est des artistes canadiens, hein, grosso modo. Là, Ouais. j'ai pas la liste de tous les artistes devant moi, mais on a bien insisté sur le fait que Liberty Media demande aux promoteurs de développer l'essence locale à l'intérieur. Tu sais, on ne voudrait pas, dans le fond, que le Grand Prix du Canada à Montréal ressemble au Grand Prix soit à Austin ou à Miami ou à Vegas. Tu sais, on veut bien sentir là, que c'est un événement canadien, fait par des Canadiens, puis que quand on vient ici, tu sais, on veut une expérience canadienne et québécoise et montréalaise. Donc, tu sais, la gastronomie, les artistes, donc la saveur locale, on va bien la sentir. Puis c'est une demande de Liberty Media. Puis évidemment, je pense que pour les gens qui voyagent, ben, ça rend l'expérience encore plus intéressante. Alors, moi, j'ai demandé à Sandrine Garneau, là, nous accorder quelques minutes. Tu sais, c'est quoi la leçon de 2025? Parce que c'était 2025, l'édition de l'an dernier, c'est la première fois que Paradis et Garneau là, gouvernaient, si vous voulez, la tenue du Grand Prix du Canada. Et elle m'a dit, pas question de lever le pied de l'accélérateur. Puis c'est l'image qu'elle Le a terme de prise. course, oui, très bon. Oui, exactement. Extraordinaire. Voilà. Et parce que dans le fond, les demandes de la F1, de la FIA, de la FOM, il y en a toujours de plus en plus. C'est plus précis, ils sont plus exigeants. Donc, tu sais, on ne peut pas se dire, OK, on a notre contrat de 10 ans, puis là, on lève le pied, puis tu sais, les choses vont bien aller. C'est impossible dans le monde actuel. Il y a trop de compétition. Veux pas, tu sais, c'est ça la réalité. Alors, le pied dans le tapis, on négocie tous les virages pour bien s'en sortir, puis arriver premier à l'arrivée. C'est ce qu'on fait. Puis, en tout cas, on sentait une belle confiance dans la salle. Évidemment, on l'a encore pour 10 ans et on souhaite plus. Alors ça, c'était vraiment bien. Moi, j'ai des craintes pour l'année prochaine pour ce qu'on a dit un petit peu plus... Puis ça touche pas l'organisation du Grand Prix, là, mais j'ai des craintes pour ce qu'on a dit un petit peu plus tôt concernant le fait qu'on ait des courses plus courtes si jamais les réservoirs à essence sont pas assez gros, tout simplement, pour avoir assez d'essence. Parce qu'on pense que la moitié des écuries prévoyaient de reprendre le même châssis et la même voiture pour l'année prochaine. Tu sais, évidemment, on l'améliore en chemin, là, mais reste que là, si on modifie la réglementation, il va falloir y retoucher, puis il y a des débats. Est-ce qu'on va accorder une exemption pour permettre à des gens d'aller plus haut que le plafond salarial pour pouvoir ajuster la monoplace pour éviter ça? Alors, évidemment, c'est pas réglé, mais je voulais quand même avoir son opinion là-dessus. Elle ne semble pas craindre du tout là, le fait que la course soit plus courte. Elle dit si le spectacle est là, si les courses sont excitantes, les gens vont venir à Montréal, les gens le savent que ça va être le fun, ils vont avoir du plaisir. Donc, elle ne semblait pas craindre ça. Je souhaite qu'elle ait raison. Je souhaite vraiment qu'elle ait raison, mais je souhaite aussi que les courses de F1 gardent la même durée l'année prochaine. Je trouverais ça dommage qu'on se retrouve avec des mini-sprints et Ouais. des courses qui sont pas bien plus longues que la sprint, tu sais, le dimanche. Rappelle-toi, on avait exploré ça hein, du côté de Stefano Domenicali, président de la F1, qui avait Ouais, mentionné on avait déjà parlé d'ailleurs. Ah oui, oui, exactement. oui, 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 oui. Ouais, adapter les courses, les rendre plus courtes. Fait que j'espère que Hey. c'est pas une façon déguisée de nous faire avaler ça, de dire bon, on n'a pas le choix, la Ah! machinerie nous l'impose. Hmm. En tout cas, j'espère que ça sera pas ça. Mais ça reste à voir, ça reste à voir. On n'en est pas rendu là. On a encore des avancées technologiques. Puis au pire qu'on permette aux écuries de développer l'efficacité en carburant. Pourquoi pas? Mhm. Si Ben oui, ouais, effectivement, une autre façon justement d'aller chercher de la performance. c'est ça. Je l'ai, moi, la solution. C'était Ouais. pas McLaren qui avait de l'eau dans leurs roues. On pourrait mettre du fioul dans les roues. Puis... Non, mais on peut jouer sur tellement de façons pour l'économie d'essence. On peut jouer sur l'aérodynamisme, même si on veut pas changer les concepts. On peut jouer avec la pression dans les pneus. Pirelli, quelqu'un de Pirelli m'entendrait dire, ben, on peut pas jouer tant que ça, mais on peut quand même tricoter à certains endroits pour essayer d'augmenter l'efficacité. Si la formule électrique s'est tant améliorée les dernières années, ben, on est capable de faire des courses sans changer de voiture. Je ne verrais pas pourquoi la F1 ne pourrait pas trouver en un an comment maximiser son réservoir à essence le plus possible, là, de voir ce qu'on peut faire. Tu parlais de la compétition, Simon, puis ça a attiré mon attention parce que c'est vrai. Dans le temps, là, tu avais 15 compétiteurs parce que tu avais 16 Grands Mhm. Prix. Là, maintenant, tu en as 23. Puis ça, c'est sans compter tous les autres qui veulent t'arracher une Mhm. partie puis ils en veulent un Grand Prix aussi.
Donc, c'est vrai que la compétition est beaucoup plus féroce qu'avant. Tu dois regarder, il y a toujours une adaptation, ce que les autres font. Tu regardes, là, tout d'un coup, Madrid va rentrer dans le portrait cette année. Qu'est-ce que les autres vont apporter comme évolution? Comment les autres vont devoir s'ajuster? Les concerts, Austin avait commencé ça au début. Miami crée des gros événements alentour de la ville. On est une ville pour ça. Miami, donc, Montréal doit s'ajuster. Comme j'aime bien que son explication, c'est vrai, c'est de pied sur l'accélérateur parce que la journée que tu arrêtes, ben, tu te fais rattraper puis tu te fais dépasser. Puis après ça, ben là, tu es en rattrapage, puis tu vas peut-être perdre ton événement à cause de ça. J'avais vu l'année dernière même qu'on avait emmené les poutines, le sirop d'érable, les queues de castor, peu Oui. importe, tous les produits dans les pluies pour que justement les équipes peuvent sentir la ville de Montréal, mais manger aussi des saveurs locales. Donc, tout ça, je trouve que c'est des très, très bonnes idées pour justement assurer à long terme ce Grand Prix-là à Montréal. T'entends tout ça de ton côté, François? T'es-tu rassuré? Puis tu vas pouvoir le vivre là, cette année. Tu t'en vas là, toi aussi, tu vas pouvoir vivre ça. Donc, es-tu rassuré que cet bel événement-là, qu'on veut tant garder ici, est entre bonnes mains avec des très bons promoteurs? Il y a Belle derrière tout ça en plus, donc c'est très rassurant. Du moins, Simon me rassurait avec tout ce qu'il m'a dit. Oui, je suis rassuré qu'il y ait du 109 qui ait une vision à long terme et surtout qu'ils ne s'assoient pas sur leur laurier parce que, comme vous le dites, il y a beaucoup de compétition. Puis c'est pas. Le gros bon sens n'a rien à voir là-dedans. Puis dire, ah, ça n'aurait pas de bon sens de perdre son Grand Prix. Ben, il n'y a pas de Grand Prix en France cette année, Ça n'a pas de bon sens, puis ouais. ça n'a pas de bon sens. Puis Effectivement. il y en a un au Qatar, puis ça n'a pas de bon sens. Donc, Au Qatar, c'est repars-moi ça. pas. Donc tu sais, on n'est pas protégé à 100%. Donc, mettons toutes les chances de notre côté et je vois qu'on est entre très bonnes mains. Puis j'aimerais bien ça les rencontrer à mon tour pour pouvoir discuter avec eux parce qu'ils ont l'air de personnes très intéressantes à discuter. Donc, remerciements envers le président Tout à Jean-Philippe fait. Paradis, Sandrine Garneau pour leur accueil et Mm. réception, la Chambre de commerce, Ariane qui s'occupe des communications en Chambre de commerce, donc tous ces gens-là qui ont été ouverts à recevoir le F1 podcast pour ce bel événement-là, qui ont été très gentils avec Simon, de ce que j'ai entendu. Simon, ils t'ont Mhm. bien traité? Absolument. Oui, Ouais, oui. ouais. Oui, tant bien. T'as-tu eu J'ai deux bien verres de jus mangé d'orange? aussi, je peux le dire. C'est bon. Ça, c'est toujours important, hein, ça. Ça donne un meilleur rendu Primordial. après ça. Mm. C'est ça. Ça met de Euh, bonne humeur. Pour les gens qui voulaient entendre parler du Grand Prix, mais qui va se passer en piste, ben, on vous laissera pas tomber. On a un épisode spécial la semaine prochaine qui va être votre guide Grand Prix du Canada. Comme on fait toujours, on met la table pour le week-end de course. On va préparer ça un peu d'avance parce qu'on est conscient que les gens vont se diriger vers le circuit vendredi, notamment François aussi. Oui. Euh, Moi aussi, je vais être en route vers le. Fait qu'on va sortir l'épisode très tôt le vendredi matin. Vous n'aurez pas un résumé des essais libres et tout ça, mais vous ne l'auriez pas eu de toute façon parce qu'à l'heure, ça va arriver. Le temps qu'on aurait sorti un podcast, vous n'auriez pas eu dans la journée de vendredi. Donc, Simon va être là. On va vous organiser quelque chose de beau. On va mettre la table. On va essayer d'avoir les évolutions. On va aussi se rappeler des souvenirs du Grand Prix du Canada. Vous pouvez déjà commencer à réfléchir. C'est quoi votre meilleur Grand Prix à vie, là? Votre meilleur souvenir de ce qui est arrivé? Est-ce que c'est Jenson Button en 2011? Est-ce que c'est Gilles en 78? Est-ce que c'est Jacques qui frappe le mur? Non, je pense pas qu'il y ait un arbitre. Non, hey, parle-moi pas de ça. Hey, j'étais Michael, là. S'il te plaît, non, non, non. Fais pas ça. Michael qui frappe le mur des champions, je sais Ça, pas. c'était quand même. Nigel Mansell qui salue la foule. Ah, tu sais, on ne sait pas. Hein. Il y en a plein. Il y en a eu plein de bonnes éditions. Max Verstappen qui sort de l'épingle, qui bat Saints à chaque, peut-être dans les 15-20 derniers tours à toutes les fois. Il se décolle de Saints pour ceux qui peut-être suivent la F1 depuis plus récemment. Donc, on va tout démêler ça. Là. On a une semaine pour penser à ça. Puis, François, je te laisse le temps pour y penser, puis tu pourras me donner ta réponse, puis je la mentionnerai dans le podcast. Ton meilleur Entendu. souvenir du Grand Ça Prix me du fait Canada. plaisir, moi, de te dire ça. Donc, encore une fois, les gars, merci beaucoup d'avoir été là. Soir de match, on sait que c'est la messe, normalement, ici au Québec. Donc, ça nous faisait plaisir, nous, de jaser Formule 1. Même quand les Canadiens jouent, on est toujours 100% F1 ou F1 Podcast. Puis c'est important qu'on prépare un épisode pour nos auditeurs. Donc, encore une fois, François Goulet, qu'on peut suivre sur la chaîne Gouletski. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Puis venez me voir Gradin 33 vendredi. Je devrais avoir un gilet Sauber BMW. Venez me dire salut. Ah, ben c'est le fun. Tu prends pas position avec personne. T'es neutre. Ouais. T'es neutre. C'est très bien fait. Puis oui, Sauber, BMW, François Goulet, vous allez voir, il est super gentil. Puis là, vous le savez, c'est le mannequin de la GTCQ. Donc, si vous voyez un gars qui paraît très, très bien, là, Seigneur ben, Dieu. c'est lui. Et Simon Bachand, toi qui n'es pas de travail de mannequin, rien, mais t'as encore tes Non. podcasts puis tout ça que les gens peuvent suivre. Absolument. www.ertaa.com. Livre et podcast. Sinon, c'est A Race to Remember sur Spotify et YouTube. Merci les gars. Au revoir.
C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 15 mai. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain, en marge du Grand Prix du Canada, ici à Montréal. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, LinkedIn ainsi que Instagram, et à vous abonner à nos chaînes Spotify, YouTube, Amazon Music, et appuyer sur la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end.